bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, en direct, bien évidemment, comme toutes les semaines. Nous sommes fidèles au poste et sont fidèles au poste, et je les remercie tout de suite. Eh bien, c'est notre petit nouveau, même si ça fait un petit moment qu'il est nouveau. C'est Axel qui sera à la technique, que je remercie, bien évidemment. Nous aurons Patrice qui vient d'arriver. Il est toujours à l'heure, ponctuel. Et vous pourrez évidemment lui poser vos questions, faire vos observations. Il nous les transmettra avec plaisir. Tout comme par courriel électronique, faites-le suffisamment rapidement, évidemment, que j'ai le temps, en seconde partie d'émission souvent, sauf si je peux l'agrémenter, placer un ou deux commentaires ou questions durant l'émission, et évidemment nos invités à ce moment-là répondent. Et sinon, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un temps pour les questions des auditeurs en deuxième partie d'émission. Nous allons traiter aujourd'hui de la leçon faite aux Européens. C'était hier débutait ce sommet de Munich, sommet de la défense, sommet de la sécurité, qui se déroule à Munich, la bien nommée en février de chaque année. C'est la démocratie et la diplomatie des hôtels. C'est ainsi d'ailleurs qu'a tensé J.D. Vance en disant: vous vous enfermez dans vos hôtels 5 étoiles. Ça a toujours, même si tout le monde ne va pas apprécier ma remarque, mais c'est le fait de tous les collabos. On rappelle que Vichy a été choisi à Vichy du fait de ses hôtels, justement. Quand on est dans des hôtels, une oligarchie est totalement coupée de son peuple et de ce que veut le peuple. Le coup de grâce qui a été porté par J.D. Vance en guise de boutade pour introduire cette émission et ce sujet, parce qu'en effet c'est une sacrée fessée qui a été administrée aux Européens, et ce n'est pas l'agrément érotique, même si ça avait eu lieu, c'est pas la fessée d'ortie qui a eu lieu hier, jour de la Saint-Valentin. C'était une fessée qui va laisser des traces. Certains chefs d'État auraient peut-être apprécié d'ailleurs. À Davos, par exemple. Et François Martin, vous avez deviné à son rire qui sera l'invité principal dans cette émission. Et en guise de boutade, c'est ce qu'a dit J.D. Vance, c'est dire: si la démocratie américaine a survécu à 10 ans de prêche haineux de Greta Thunberg, vous supporterez bien quelques mois les critiques d'Elon Musk. Voilà un peu le genre de remarques qu'ils ont pris dans les gencives. Il faut quand même le faire. Hein. Le propos le plus dur de J.D. Vance: si vous avez peur de votre peuple, l'Amérique ne pourra plus rien faire pour vous. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Voilà. Vous et vos amis européens, ils leur reprochent évidemment que certains pays d'Europe de l'Est n'étaient même pas conviés. En Europe, le nombre d'immigrés a doublé de 2021 à 2022 et 1 personne sur 5 est venue de l'extérieur, a-t-il lancé. Eh bien oui, les Européens, dit-il, il faut que ce soit un Américain qui l'explique et qui le rappelle à nos oligarques. Les Européens ont peur pour leurs maisons et leurs enfants. Hein, déjà, tout simplement. Acceptez ce que vous dit votre peuple, a dit J.D. Vance. Il a fini par dire: n'ayez pas peur, en effet, n'ayez pas peur. Et que Dieu vous bénisse. Voilà un peu cette espèce de vent, cette tornade. C'est pas du vent, c'est une tornade qui nous vient des États-Unis aujourd'hui et qui change totalement la donne. On vit une époque absolument inouïe. Donc c'est cette leçon qui est administrée par l'Amérique dont nous allons parler aujourd'hui, avec l'invité principal qui est donc François Martin, géopolitologue, journaliste, co-fondateur et organisateur du Club Eleutheria, ainsi que du Nouveau Conservateur. Il est l'auteur de 2 ouvrages essentiels qui doivent, à leur titre, mais pas seulement, mais aussi la qualité évidemment de l'analyse géopolitique. Le premier, évidemment, l'Ukraine, un basculement du monde, et le second, Le temps des fractures, les 2 livres aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et nous avons, même si je n'ai pas ce matin Lara qui sera là, néanmoins, c'est son grand retour.
Je le regarde, voilà, il est là. C'est Raphaël Besflu, notre directeur de publication de Géopolitique Profonde, qui est présent avec nous à distance, mais je vous annonce qu'il sera présent en chair et en os pour ses admirateurs et admiratrices dans 2 semaines avec nous, parce que nous fêtons, autant le dire tout de suite, le 1er mars, Géopolitique Profonde, auquel s'associe d'ailleurs Radio Courtoisie. Dans le 9e arrondissement de Paris le soir, eh bien, une belle fête pour permettre que se rencontrent les animateurs de Radio Courtoisie, s'ils veulent venir, et surtout de Géopolitique Profonde, les grands invités que nous avons, dont François Martin, l'un des GOAT, comme il a été rebaptisé par... et je ne devrais pas dire GOAT, évidemment, je mettrai tout de suite 1 euro dans le cochon sur Radio Courtoisie. Donc tous ces grands invités, et puis vous, pour qu'on ait ce moment de rencontre, c'est une très grande salle, mais dépêchez-vous parce que les places sont quand même limitées. Il faut aller sur le site de Géopolitique Profonde pour s'inscrire. Voilà. Et donc, Raphaël, bonjour, bienvenue dans cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas, bonjour François Martin et surtout bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas. Qui sont contents de te réentendre. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On peut commencer, je pense, François, par justement cette conférence de Munich qui donne le ton. Oui, absolument. Alors, c'est pas simplement la conférence de Munich qui est importante, c'est le mouvement, je dirais, contre-culturel et je dirais anti-progressiste qui a été impulsé par Trump. C'est pour ça que j'ai toujours pensé depuis le début que entre les vrais patriotes, je dis les ultra-patriotes qui disent jamais de Trump parce que jamais de l'Amérique, et ceux qui disent vive Trump, c'est un faux débat en fait. Parce que Trump ne nous servira pas évidemment sur le plan géopolitique parce que la renaissance de la puissance de l'Amérique est quelque chose qui va dans le sens de l'écrasement de l'Europe, évidemment. Mais par contre, sur le plan culturel, qu'est-ce que ça nous sert? Je suis d'accord. Et il assume la notion de contre-culture, clairement. Ouais. Il l'a assumé, il a nommé Vance parce qu'il sait que Vance est comme ça. Et c'est véritablement là où je pense qu'il y a une véritable différence, et c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait, jusqu'à présent, et depuis des années, je dirais depuis 68 et presque depuis la Révolution française, en fait, une certaine gauche assume la destruction du conservatisme comme je dirais, une mission sacrée presque. Donc il faut détruire la famille, et elle a construit elle-même, je le dis parce qu'on va y revenir après quand on va parler des stratégies pour la France, elle a construit un certain nombre de bastions. Voilà. La liberté au sens où elle le dit, c'est-à-dire la liberté pour nous et pas pour les ennemis de la liberté, et la mort pour les ennemis de la liberté, c'en est un. Ensuite, elle a construit l'avortement comme en étant un. Plus largement, la liberté sexuelle absolue, y compris la pédophilie, d'ailleurs, qui est d'ailleurs une valeur qui est venue de cette époque, de l'époque des... Fin des années 60, début des années 70. Bien sûr, évidemment, ouais. Assumée par Cohn-Bendit et par tous les autres. On l'oublie aujourd'hui. L'euthanasie est certainement... Le droit du sol, l'ouverture des frontières, tout ça, elle a construit, je dirais, sa puissance autour d'un certain nombre de bastions, mais elle n'a pas considéré que le camp d'en face pouvait vouloir la tuer comme elle a cherché à tuer politiquement le camp, parce que nous avons assumé, je dirais, un christianisme, si je puis dire, et une chrétienté molle et pacifiste, c'est-à-dire au mieux, il faut baisser la tête, il faut courber le dos, ça passera, etc. Et aujourd'hui, avec le système américain qui est plus, je dirais, protestant, il y a véritablement une volonté d'assumer la contre-culture de toutes ces forces et de tuer les progressistes. C'est-à-dire, si on est dans une guerre à mort, on est dans une guerre à mort. Les orthodoxes du type civilisationnel comme les Russes l'assument, d'autres pays, les Africains l'assument, l'homosexualité revendiquée comme un mouvement politique, je ne dis pas comme une attitude personnelle, mais comme un mouvement LGBT. Mouvement politique LGBT. C'est pareil, si tu veux. Et nous n'avons pas voulu lutter contre ça, mais aujourd'hui, nous découvrons
les yeux ébahis que certains ont décidé de mener cette guerre. Et le font de façon très contre-culturelle. décomplexée. Totalement. Mais c'est la seule façon. Parce que tu ne fais pas la guerre contre une armée si tu te dis, attends, est-ce que je peux aller jusqu'à les tuer ou non, ou est-ce que je suis là uniquement pour me défendre? Ça ne marche pas. Donc, tu assumes une guerre culturelle ou tu ne l'assumes pas. C'est ce que j'ai dit dans mon premier livre. Où j'ai dit que ce qu'on reprochait surtout, ce n'est pas sa position géopolitique, ce qu'on reprochait à Poutine dans la guerre ukrainienne, c'est parce qu'il a dit, il n'y aura jamais de gay pride à Moscou. Ça, et la famille, c'est dans la Constitution, un homme, une femme et des enfants. Ça, pour tous nos progressistes, et en particulier la presse, qui est ultra progressiste, et nos mouvements dirigeants, c'est totalement insupportable. C'est totalement insupportable. Mais aujourd'hui, avec Trump, on a quelqu'un qui l'assume. Ils ont été alignés, comment il s'appelle, Trudeau, et ils l'ont descendu. Et ils descendront Emmanuel Macron de la même façon. C'est une guerre culturelle, voilà. Ils assument aussi. Et c'est ce que Vance fait. Ils assument aussi Ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que le discours. C'est une guerre assumée, voilà. Mais qui passe par la liberté d'expression. Parce que sans liberté d'expression, c'est difficile de faire la guerre. Bien sûr. Et là-dessus, il fait la leçon aussi. Hein. Il fait la leçon, mais surtout, il est en train de dire aux dirigeants, en fait, derrière son discours, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne représentez pas des peuples, foutez le camp. C'est ça qu'il leur dit, en fait. Il est dans une guerre contre-culturelle. C'est ça que nous ne comprenons pas. Il n'est pas simplement en train de nous faire la leçon comme l'a fait Jean-Paul II. Ça va plus loin que ça. Vis-à-vis de l'Union européenne. C'est d'ailleurs, il refuse totalement de s'adresser. Il s'adresse uniquement aux représentants des peuples, aux États-nations. À rebours nos dirigeants en faisant l'appel au peuple, ce qui est très intelligent. C'est très intelligent. À nous de nous en servir. Hein. Évidemment. Bien Raphaël, sûr. une première réaction, une première analyse à ce que tu viens d'entendre. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François Martin, évidemment. Ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich, ce n'est pas son premier discours sur le sol européen. Il faut se souvenir aussi en France avec le sommet de l'IA, où en fait on a un discours qui représente vraiment le retour de la volonté de puissance des États-Unis. Et la volonté de puissance, mais qui ne passe pas par du mensonge, par de la manipulation, qui dans son discours intègre énormément d'éléments de bon sens et de clarté. Je pense que le discours de la conférence de Munich mérite d'être analysé. On le voit d'ailleurs au niveau des réactions des spectateurs européens. Beaucoup de personnes disent que c'est un discours qui est même historique. Historique parce qu'il dénonce clairement que l'ennemi sur le sol européen, l'ennemi de l'Europe, n'est pas la Chine, n'est pas la Russie, mais l'ennemi est à l'intérieur de l'Europe. Bien sûr. Et ça, c'est quand même très intéressant. Il a quand même pointé du doigt directement les élites européennes, et même les élites qui se trouvent enfermées dans les montagnes de Davos et qui considèrent les citoyens européens comme du bétail humain, comme des animaux éduqués ou des rouages interchangeables dans l'économie mondiale. Et ça, c'est quand même une critique envoyée directement à la figure, et j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à regarder en fait le discours, à l'écouter, mais à le regarder, parce que les visages dans la salle, où au début ça a commencé avec des applaudissements lorsqu'il a fait un hommage, il a adressé ses prières aux victimes de l'attentat par voiture bélier à Munich, où là au début il y a un applaudissement, même J.D. Vance l'a dit directement, il a dit j'espère que ce ne sera pas les derniers applaudissements de mon discours. Voilà. Et ça c'est quand même, je trouve, très intéressant. Donc, parce c'était prémédité. Exactement, c'est véritablement, encore une fois, je pense qu'on peut le dire, Trump l'avait annoncé et on l'observe, manifestement, c'est le retour du bon sens. On a J.D. Vance qui a tout simplement dit élite européenne, faites confiance à vos citoyens. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas envoyer un message plus fort qui a un énorme caillou dans la chaussure des élites européennes. Et là, on observe un grand mouvement de l'histoire, encore une fois, qui est en train vraiment d'arriver sur le sol européen. Et ça va se cristalliser autour du conflit russo-ukrainien et la fin de la guerre en Ukraine, en tout cas des négociations qui ont lieu. On va parler. Mais je le dis à l'un et à l'autre, c'est quand même l'histoire telle qu'elle s'est liée entre l'Europe et les États-Unis depuis 1945 qui vole en éclats sous nos yeux. Ça, c'est un fait historique. Oui, c'est tout à fait un fait historique. Et ce qui est intéressant en regard de ce que dit Trump et de ce que dit Vance et ce que dit toute l'équipe aujourd'hui, c'est la réaction en face et des élites et des peuples. Et en fait, moi, je suis absolument frappé par le fait que, alors que la direction américaine a totalement changé, les élites continuent à dire
on soutient Zelensky jusqu'au bout, etc. Il reste dans la même ligne progressiste, alors que le progressiste est virtuellement mort, je dirais, il est en train de mourir. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que je me suis dit, ils vont non seulement en sens inverse des intérêts de leur peuple et de leur pays, mais ils vont même à l'inverse de leurs propres intérêts parce que c'est évident que les États-Unis aujourd'hui sont à la fois en train de solder l'héritage et en phase de résurrection, et ça, c'est toute la difficulté de Trump. Oui, Et après, on va parler de la négociation bien sûr. avec Poutine Bien parce que sûr. c'est très intéressant, parce que tout va être déterminé par ça. Non seulement il y a ce mouvement, mais eux ne peuvent pas lutter contre ça. Or, ils s'arc-boutent de toute leur force. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur ADN, c'est profondément des progressistes. C'est comme si on demandait à des poissons de sortir de l'eau et puis d'aller marcher sur les prés comme les vaches. Ils sont pas capables. Ils peuvent pas. Ils sont profondément progressistes dans leur façon de faire, dans leur façon de penser. Et en plus, ce sont les Jaruzelski qui ont été nommés par le pacte de Varsovie occidentale, dont le siège était à New York. Ce sont donc politiquement, idéologiquement, culturellement et sur le plan de leur sensibilité, ils sont profondément encore, alors que en face, ils ont des ennemis culturels qui ont décidé de les descendre. Ils continuent à vouloir, jusqu'au dernier, se maintenir dans leur progressisme. Et ils vont disparaître. Il va y en avoir un premier qui va partir. Mélanie déjà a mis un pied dehors. L'Allemagne va partir parce qu'elle va retourner chercher du gaz russe le jour où il faut. Donc, si tu veux, l'Europe va disparaître et nous, on va se retrouver au milieu en disant qu'est-ce qu'on fait. Et à ce moment-là, nos élites vont changer. Mais Mais aujourd'hui, c'est tout à fait étonnant. Au moins, on aurait pu penser qu'ils cherchent à prendre un peu la tangente, comme l'a fait Scholz en allant appeler Poutine. C'est-à-dire, je ne peux pas venir tout de suite, mais demain je viens, c'est ça. On ne fait même pas ça, nous. C'est terrible. En fait, ils sont totalement bloqués dans un système dont ils ne peuvent pas sortir. Pour moi, ce que dit l'Europe aujourd'hui, globalement parlant, c'est encore une minute, monsieur le bourreau. C'est ça qu'elle dit. Mais on a l'impression ils iront plus loin encore, ils iront jusqu'à la faillite morale la plus absolue. On voit que, par exemple, après le discours de Vance, la Chine a amené les Kleenex et a consolé les Européens. Ils iront jusque-là, ils iront jusqu'au pass social, ils iront jusqu'à Leur seule bouée de sauvetage aujourd'hui, c'est la Chine totalitaire. Voilà, C'est quand même ça. incroyable. Et pour nous, il faut faire passer absolument le débat sur l'euthanasie. Enfin, on en est là, quoi. Et on ira jusqu'au bout effectivement, dans une impasse, quoi, jusqu'au mur, quoi. Et quand on sera au mur, on continuera à pousser en se disant, mais peut-être que je peux rentrer dans le mur encore 10 cm de plus. Donc, ils sont foutus. Donc, à nous de construire de montrer qu'on peut construire une alternative. Et c'est de ça, je pense, dont on va parler. On va parler du débat de la négociation. Et On puis va en parler tout de suite après avoir entendu la réaction de Raphaël. Encore une fois, ce qui a été dit est très juste. Là où moi je vais faire une petite remarque qui est, encore une fois, je trouve vraiment très étonnant, c'est on a J.D. Vance qui arrive sur le sol européen, qui multiplie les discours, qui choquent et des discours qui ciblent directement des ennemis communs finalement, même si nous ne sommes pas américains, comme l'a très bien rappelé François Martin, nous ne sommes pas américains et la politique de Trump va affecter négativement les populations européennes parce que les États-Unis vont se concentrer. Oui, par certains côtés, c'est-à-dire sur l'aspect économique. Voilà. Ça va même le fait de créer de la déstabilisation au sein des élites qui n'œuvrent pas dans nos intérêts, ça peut quand même améliorer, augmenter un phénomène de zizanie qui pourrait y avoir au sein de l'Union européenne. Mais ça, c'est vrai que ça va dans notre intérêt. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, je pense qu'on peut aussi, même de notre côté, dans le côté, on va dire, conservateur ou de droite, ou même, on pourrait dire même dissident, on assiste aussi quand même à un changement historique. C'est peut-être la fin aussi de l'anti-américanisme primaire, de par la dimension culturelle. Ce qui est quand même curieux, c'est que nous avons pendant des années observé les États-Unis comme un État en pleine dégénérescence, parce que c'est là où on a vu se développer vraiment à des stades terminaux la pensée progressiste, la dimension du wokisme, du LGBTisme, de la cancel culture.
Et là, on a un J.D. Vance qui arrive et qui vient voir en fait les cousins lointains, les frères lointains européens comme des élites dégénérées et qui donne comme leçon une partie, parce que François Martin parlait de l'euthanasie, donc on va dire la considération du vivant par les conservateurs, contrairement à la pensée progressiste qui est dans un individualisme qui développe un hubris et on va dire une dimension d'hystérie du mépris du vivant. Une des remarques quand même très importantes de J.D. Vance, qui parlait aussi de la tyrannie des élites européennes, il parlait de l'exemple de l'Angleterre, Bien sûr. où on a des zones tampons autour des centres d'avortement, où on a des Anglais qui ont prié dans ces zones tampons et qui se sont retrouvés arrêtés, condamnés, donc ce sont des criminels, parce qu'ils ont fait des prières silencieuses pour les personnes, et en l'occurrence la personne qui était en fait un vétéran de l'armée britannique, qui priait parce que son ex-femme avait avorté il y a quelques années, il se retrouve à devoir payer 10 000 euros d'amende. Et ça, J.D. Vance l'a quand même pointé du doigt en expliquant que l'Europe avait véritablement perdu le respect de ses valeurs fondamentales sur les notions de liberté. On parle de démocratie, on parle de liberté, mais toutes les élites européennes, et ça il l'a bien expliqué, œuvrent pour la destruction de la liberté en Europe. Et ça, c'est quand même très important. J.D. Vance a commencé en parlant de prières, il a terminé en parlant de prières qui sont annoncées. Et je pense que cet exemple-là, encore une fois, dans son discours sur l'exemple des centres d'avortement, est véritablement symbolique. Donc peut-être aussi est-ce la fin, sur l'aspect culturel, de l'anti-américanisme primaire. Et d'ailleurs, c'est une brèche qui vient de se créer. Et il faut s'engouffrer dedans, je pense, parce qu'on peut fortement exploiter de manière positive sur l'aspect culturel en Europe. Alors deux choses. Un, ce que tu dis ressort de ce que disait François Martin, c'est-à-dire ils assument jusqu'à Dieu, n'assumons plus du tout Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et deux, je pense que ce mouvement qui ne sera plus anti-américain parle justement aux conservateurs, aux gaullistes qui étaient, et je l'assume totalement, très anti-américains. Et il est vrai, et j'en suis témoin de moi-même, eh bien ce qui arrive là des États-Unis donne une image de l'Amérique qui, moi, me convient évidemment beaucoup mieux. Bien sûr. Et ça confirme aussi que par rapport à certains discours qui disent, regardez, le gros lourdeau de Trump, etc., Trump est beaucoup plus qu'un gros lourdeau, même s'il est parfois lourdeau en politique internationale. C'est véritablement, je dirais, un immense dirigeant politique qui va transformer. Ceux qui transforment l'histoire, ceux qui restent, c'est les plus grands. On voit tout de suite que ça sera un des plus grands. Sinon, il n'aurait pas choisi Vance, par exemple. On voit bien que toute son équipe aujourd'hui est totalement tournée vers ce basculement culturel. On est sorti. Ils sont validés. Ils sont validés. Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, probablement voilà, Kash Patel va l'être. Etc. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, il sait ce qu'il fait. D'anciens démocrates, pour les deux premiers cités. Il sait ce qu'il fait. Oui. Et oui, d'anciens démocrates, parce qu'ils assument la dimension sociale du côté démocrate que les démocrates ont oublié, abandonné, et que Trump est allé chercher. Comme dit le préambule de la Constitution Gaudium et Spes que j'ai déjà cité, le préambule dit ceci: l'Église s'est aperçue qu'un certain nombre... L'Église était très cléricaliste avant Vatican II, c'est-à-dire tous ceux qui étaient des pères de famille, enfin, à part les parents, évidemment, de la petite Thérèse, tous ceux qui s'assumaient dans le travail, le commerce que j'ai fait, ne pouvaient pas être, en fait, des saints. Et le Concile Vatican II dit, l'Église, dans sa sollicitude maternelle, a vu qu'un certain nombre de ses enfants étaient restés au bord du chemin et elle leur a tendu les bras. Je dirais que mutatis mutandis, c'est ce qu'a fait Trump. Il s'est aperçu que le peuple était resté au bord du chemin parce que dans leur hubris et dans leur argent et dans leur pouvoir et dans leur folie, les démocrates les avaient abandonnés. Il est allé les chercher. Donc il a récupéré en même temps les Kennedy Jr., les Tulsi, qui étaient en fait des vrais socialistes, je dirais. Il a eu ce tour de force. Donc, c'est pas juste un espèce de lourdeau qui dit un truc et qui dit le contraire, etc. La caricature qu'on essaye de faire passer, c'est véritablement le chef d'une révolution contre-culturelle, clairement. C'est ça qui est assumé derrière. Et c'est comme ça qu'il faut lire tout ce qui va être fait aujourd'hui, y compris en politique internationale d'ailleurs. Alors, avant d'arriver et
encore un élément que j'aimerais développer avant d'arriver aux négociations et des relations entre Trump et Poutine, entre l'Amérique et la Russie, et l'exclusion de l'Union européenne du jeu. Euh, une dernière question sur, on n'en a pas, en tout cas, je ne vous en ai pas entendu parler, François, c'est le sujet du scandale de l'USAID, c'est-à-dire donc de cette administration américaine qui finançait, sous couvert de développement, et sur les 40 milliards de dollars annuels, on est bien d'accord qu'une partie indéniablement allait au développement et à mon avis sera restituée dans le cadre d'une nouvelle administration une fois que le Doge de Musk aura fait son boulot, mais qui, sous couvert donc de ce développement humanitaire, eh bien, finançait l'ensemble des organes de presse, par exemple. Alors, poussait vers ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois le problème, les aspects woke, LGBT, qui étaient instillés comme des poisons, et on finançait des films qui faisaient la promotion de l'inceste, qui faisaient la promotion d'une certaine forme de pédophilie, mais en plus de ça, il y avait le verrouillage de l'information. L'argent qui est donné à l'AFP, on apprend qu'un ministère de la Défense, je crois, aussi américain, finançait directement Reuters. Donc il y a tout cet aspect de mainmise, et donc qui devrait permettre une libération de la parole et la liberté d'expression. On rappelle aussi Meta, Zuckerberg, qui finance directement les fact-checkers. L'AFP, oui, qui finançait l'AFP. Il y avait un article, je ne sais plus dans quel journal, qui disait « Mais l'AFP, aujourd'hui, a un problème parce qu'elle ne reçoit plus les 8 millions d'euros annuels que lui verse. Elle va être en faillite parce que verser du Zuckerberg. Pourquoi Zuckerberg devait verser 8 millions d'euros à l'AFP ?» Voilà. Donc, en fait, Trump, là aussi, met en lumière non seulement, en fait, l'aspect politique de cette contre-culture, et l'aspect, et il va attaquer son ennemi là où il est, là où on voit très clairement l'hypocrisie. C'est-à-dire, l'hypocrisie, il y a tout cet aspect pédophilie, et on voit bien que Candace Owens, dans son attaque derrière, en fait, le sujet, le prétexte, je dirais, c'est Madame Macron. Mais en fait, la réalité, c'est la société pédophile occidentale qu'elle attaque par derrière, à fond. Quand elle parle du livre Les nourritures terrestres, de sur Gide, laquelle Gide, et dont elle cite des passages absolument effroyables, et le président de la République a la main dessus. Bon, nous on dira oui, les nourritures terrestres, etc. Mais il faut voir le livre. Moi, je ne l'avais pas lu, mais quand tu lis ça, tu lis les passages, tu dis c'est dégueulasse. Cet homme-là n'aurait jamais dû avoir le prix Nobel, etc. Donc ça fait très longtemps que nous sommes pourris sur ce plan. Et une autre pourriture, c'est l'argent, évidemment. Et ça, évidemment, en tapant sur l'USAID, en ouvrant les comptes, on voit toute cette partie de la corruption, évidemment, ce qui en fait partie. Donc, il s'attaque aux bastions et aux forces du système progressiste l'un après l'autre. Donc voilà. Raphaël, il y a cet aspect dont parle François Martin, et puis il y a aussi le fait de fomenter des révolutions de couleur, l'aspect politique, la régulation de la démocratie, des élections. Et on voit au passage, la profonde mais hypocrisie totale de ce discours en disant nous sommes des démocrates, et sur lequel se base la gauche depuis toujours. Nous avons sus et mort au dictateur, alors que nous sommes la démocratie. La démocratie n'est pas une démocratie, c'est un pseudo-système oligarchique. Moi, je l'ai toujours pensé. La démocratie, en tant que telle, est une invention bourgeoise. Parce qu'on en a déjà parlé. Le peuple, lui, veut l'ordre et la justice. Mais nous défendons des valeurs qui sont essentiellement des valeurs bourgeoises à travers ce qu'on nous a inculqué comme étant la démocratie. Mais derrière la démocratie, tu as toutes les perversions de la démocratie, évidemment, que l'on découvre à cette occasion. Voilà. Et dont le jour où on va avoir les comptes de la guerre d'Ukraine, les cheveux vont se dresser, enfin ceux d'entre nous qui ont des cheveux, vont les dresser sur la tête. Quand on va voir les quantités d'argent qui ont été détournées, de même que lorsqu'on va voir sur le plan médical ce qui a été détourné, enfin, ce que ces élites se sont mis dans la poche depuis
je dirais, presque 1945, quoi. Mmh, mmh. C'est ahurissant. Avec une accélération à partir des Voilà, début c'est des ça. années 90, Voilà, quand c'est une ça. fois qu'était tombée l'Union soviétique. Voilà, Ouais. c'est ça, Mmh, exactement. mmh. exactement. Raphaël, il y a aussi d'ailleurs, J.D. Vance tense la faiblesse de la démocratie en Roumanie avec l'annulation de l'élection. Enfin, il y a tout cet aspect-là aussi dans l'USAID. Tout à fait. Et ça d'ailleurs, on voyait les rictus du public en face de J.D. Vance. On sentait que ça ne faisait pas plaisir d'entendre ça. Encore une fois, un discours plein de bon sens. C'est le fait de vouloir, en fait, au nom de la démocratie, stopper des élections présidentielles et même de menacer de pouvoir, en fait, faire preuve d'ingérence, mais la bonne ingérence, celle de l'Union européenne pour les élections allemandes. Donc ça fait quand même plaisir de voir une personnalité qui représente la première puissance mondiale, eh bien, d'envoyer ce discours que l'on aimerait entendre, que on promeut, nous aussi, parce qu'on voit le mensonge et l'arnaque qu'il y a derrière. Et il a fait un autre commentaire aussi encore plus intéressant, J.D. Vance, sur la Roumanie. C'est qu'il a expliqué, il a dit, d'accord, les élections roumaines ont été stoppées à cause d'une ingérence russe. Mais il a dit, de toute façon, si on prend le temps de réfléchir de manière logique, c'est s'il y a un problème d'ingérence parce que les Russes ont décidé d'utiliser des réseaux sociaux pour faire de la publicité, c'est que la démocratie en Europe a déjà trop de failles. C'est qu'il y a des problèmes au sein même de la démocratie actuelle en Europe. Ce n'est pas la faute de la Russie, c'est que cette ingérence devrait révéler un problème actuel de démocratie en Europe. Encore une fois, J.D. Vance explique que l'ennemi qu'il y a en Europe est au sein de l'Union européenne et à l'intérieur de notre sol et sur notre sol. Donc ça, c'est un aspect extrêmement intéressant. Et je le rappelle encore une fois, je pense que là, on ne pouvait pas faire plus clair et plus simple. J.D. Vance explique devant ces élites européennes que les élites européennes doivent arrêter de mépriser le peuple. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, arrêter de nier les volontés des peuples. C'est-à-dire que là, François Martin citait Dany Le Rouge tout à l'heure pour l'aspect progressiste. On se souviendra quand même de la magnifique définition de la démocratie par notre ami Cohn-Bendit, qui nous a expliqué que la démocratie, c'est la domination des minorités sur la majorité. Voilà. Mais non, ce n'est pas ça. C'est la volonté de la majorité. Et on l'a vu avec les élections américaines. On le rappelle encore une fois, une victoire très symbolique parce que intégrale. Le vote populaire, le collège électoral et aussi le Sénat, la Chambre basse, etc. Et donc, c'est ce que l'on espère en Europe, c'est qu'il puisse y avoir en fait ce grand mouvement et aussi un regain de confiance sur le vote. C'est-à-dire que là, par le biais de cette dénonciation claire et officielle, car politique, dans un discours et dans une grande réunion internationale, on espère que de nombreux citoyens en France et en Europe pourront avoir à nouveau confiance pour les élections, parce que c'est un terrain qu'il ne faut surtout pas délaisser. Les États-Unis nous l'ont montré, même s'il peut y avoir des ingérences, des parts de doute, des parts d'ombre, des parts même de manipulation lors des différentes élections, à différentes échelles, que ce soit locales, régionales ou même nationales, voire présidentielle, eh bien, on peut gagner par le vote. Il faut s'organiser et c'est un mouvement qui devrait normalement prendre de plus en plus d'ampleur. En tout cas, je l'espère et je pense d'ailleurs que les élections en Allemagne avec l'AfD vont être un très bon exemple de ce qui peut nous attendre de manière positive en Europe et plus spécialement en France. C'est évident. Un auditeur, J.D. Vance a fait une leçon de démocratie à l'Europe, la Suède, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, comme Solzhenitsyn l'avait fait aux USA. Pas de sécurité, de développement économique, de vie sans la sagesse et la voix des peuples. Je rappelle qu'un chapitre presque entier de mon livre est consacré justement à ce discours de Solzhenitsyn. C'est ça. C'est toujours un régal d'entendre. C'est toujours un régal d'entendre. François Martin nous dit cette auditrice, merci de l'avoir invité à nouveau. Merci madame. J'aime beaucoup la métaphore du poisson sorti de l'eau. Ils sont à peu près dans cet état, c'est-à-dire ils ferment la bouche et ils ouvrent les ouïes, mais à mon avis, ils ont plus d'eau là. Ils en ont plus beaucoup. Puis ils ont une thyroïde qui pousse à toute vitesse. Vous savez, ils n'ont pas besoin de thyroïde, les poissons, puisque l'eau est toujours à la même température. C'est très surprenant de voir ça. Critiquer Trump, idolâtrer Trump, ridicule, ni l'un ni l'autre. Il faut imiter son attitude en faveur de la France et non de l'Europe. Et ce n'est ni la 5e ni la 6e République qui fera cela. Oui, bon là, évidemment, on reconnaît notre cher Denis, allez, je peux le dire. Ça, je conseille. Bonjour, monsieur Stocker, monsieur Martin. Si Vichy a été choisi par le maréchal Pétain, c'est qu'il ne fallait pas que soit choisie une ville qui puisse montrer un renoncement à
qui puisse montrer un renoncement à Paris comme capitale de la France. Je ne suis pas sûr d'avoir compris Moi non exactement plus, oui, la un formule. renoncement, Non, bon, mais que ça soit spécialement Vichy, c'est tout simplement parce que c'était une ville thermale, vous aviez plein oui, d'hôtels, c'est ça. donc pour les ministères, c'était pratique, c'est tout. Voilà, c'est Voilà. ça. Alors, nous allons Parlons de géopolitique. nous allons continuer maintenant sur le sujet des négociations à venir Oui, qui s'accélèrent. Et j'ai du mal moi-même à le croire. Je disais hier à Régis Le Sommier qui m'a repris, je disais, bon, on verra, parce que ça sera peut-être dans une semaine ou dans 3 mois, comme a pu le dire Peskov. Et non, il semblerait que dès la semaine prochaine, C'est ça. ils vont se rencontrer en eh Arabie ben, Saoudite. je vais faire 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que j'étais persuadé que ça irait vite, parce que plus il solde vite, plus Trump peut dire c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, c'est sûr, Donc si c'est dans 6 mois, c'est sa guerre. c'est sûr. Si c'est maintenant, c'est la guerre de son prédécesseur. Donc je suis persuadé qu'il est obligé de tout larguer. Parce qu'il n'a pas de moyen de contre-attaquer l'autre, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire. Alors, il va falloir expliquer ce que Donc, c'est que tout larguer. Hein. lâcher toute la liste de ce que Poutine a Exige. annoncé comme, non pas exigeante, mais même préalable à toute négociation. Oui, alors. Donc il avait dit les 4 oblasts, la Crimée, la démilitarisation, la dénazification, la levée des sanctions, et le dernier, c'était la garantie par traité que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Si on n'a pas ça, on ne discute pas. Donc, je ne pense pas qu'il ait changé d'avis, puisque le juge de paix, c'est toujours le terrain. Celui qui est maître sur le terrain, c'est celui qui impose ses conditions. Donc, je pense que Trump lui a donné son accord là-dessus. Alors, est-ce que Trump a un moyen de dire si vous m'embêtez ou si vous exigez ça, moi, je peux. Est-ce qu'il peut escalader? Non. Il ne va pas envoyer ses propres troupes. Les Européens ne vont pas y aller. Le front craque de partout. Il y a des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de types qui désertent chaque jour, non pas pour aller en Ukraine, mais pour aller en Russie, de l'autre côté, dans les oblasts russes. Donc, la guerre est finie. Alors, moi, j'ai toujours pensé que là où il a quelque chose à faire, ce n'est pas sur le négatif, c'est sur le positif. C'est-à-dire, si vous ne m'embêtez pas trop ou si vous ne me demandez pas trop de choses, on va faire ça ensemble. Et ça, c'est intelligent parce que derrière, il y a les hommes d'affaires, il y a les banques américaines, il y a tout ça. On peut rentrer dans le Grand Sud pour faire du business. Donc là, il y a, à mon avis... Que les Européens ont déserté en plus. C'est extraordinaire. Non, on est fous, mais on est totalement fous. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de cette élite-là, les foutre dehors le plus vite possible, parce que nous, on a des opportunités. Pour aller un peu plus vite, on a une mâchoire qui va se refermer, qui est en train de se refermer. La mâchoire, il y a plusieurs mâchoires, parce que là, il y a les Russes et les Américains qui sont en train de se refermer sur nous. Et derrière, il y a la mâchoire chinoise qui va venir aussi. Il y a les Saoudiens qui vont venir aussi, etc. Tout le monde va se jeter sur le faible. En politique étrangère, on ne peut pas être faible. On n'a pas le droit d'être faible. C'est pas possible. La Chine arrive en prédation. Voilà. Les Émirats, Voilà, les pays ça. du Golfe investissent l'intelligence artificielle européenne. On va retourner à l'Argentine, dont je rappelle qu'en 1920 ou 1930, elle avait un pouvoir d'achat, un niveau de vie qui était égal ou supérieur à celui des États-Unis. Regarde ce que c'est que l'Argentine aujourd'hui. Bon, là, on va vers ce chemin-là, c'est évident. Donc, je pense à mon avis, il va tout lâcher. Mais par contre, il peut rentrer chez lui en disant non seulement j'ai largué toutes les bêtises qu'avait faites mon prédécesseur, mais je viens avec 2000 milliards de contrats. Et là, on va dire bravo. Il dit, voilà, je vous ai dit que l'âge d'or vient de commencer, c'est ce que j'ai fait. Ils veulent Rubio, je crois, a dit, ou Vance, ou les deux, il faut que le contribuable américain récupère ses sous en c'est Ukraine. Ça. Mais c'est exactement ça. On y imagine, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est la leçon à nos dirigeants. Ils assument leur politique, tout simplement. Voilà. Ce que nous, je dirais, contre-culturels, n'avons pas assumé chez nous, parce que à chaque fois, on a été quelque part rose à l'intérieur, où on a fait ce que dit Timur Kuran, dont nous avons déjà parlé, ce sociologue américain qui a écrit ce livre qui s'appelle Private Truth, Public Lies. Et je le dis en anglais malgré le petit cochon parce qu'il n'est pas traduit. Pas traduit en français. Le livre n'est pas traduit en français. Pas de problème. Avec les vérités privées, mensonges publics. C'est-à-dire que tous les gens qui ne s'assument pas, que les gens d'une façon générale préfèrent être en paix
avec leurs voisins qu'en paix avec leur conscience. Donc ils préfèrent mentir devant tout le monde et se mettre des masques noirs quand il y a un certain nombre d'élites qui imposent le noir comme couleur pour tout le monde. Même si on pense blanc, on assume un masque noir et on dit le contraire de ce qu'on pense, y compris dans les urnes, dit Timur Kuran. C'est-à-dire, on va dans l'autocontrôle jusque dans les urnes en disant « Moi, je suis pour, par exemple, le Front National, mais je ne m'assume pas, donc je vais voter pour Macron. » Alors que, voilà, c'est ça mais à un moment donné, parce que dans ces populations, il y a des résistants qui, eux, disent « Mais moi, je ne mettrai pas de masque, mon visage est blanc, je suis blanc, je reste blanc, etc. » Et ils imposent, à un moment donné, un changement culturel. Et à ce moment-là, tous ceux qui avaient des masques noirs, mais qui pensaient blancs, enlèvent le masque, et tous ceux qui étaient noirs se mettent des masques blancs pour pas faire le contraire de tout le monde. Donc, on assume le fait de penser comme ses voisins dans l'autre sens. Et ça, c'est véritablement les révolutions. Ben, on y est. On est exactement dans cette... Sauf que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu assez de résistants qui ont dit « Mais moi, je ne mettrai pas de masque et je dirai ce que je pense quoi qu'il arrive. » Et c'est ça notre rôle à nous, pour accélérer cette évolution. Ils n'assument pas. Là, je crois que le mot que tu as employé, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Même nos résistants, nos souverainistes n'assument pas. Ils n'assument pas Dieu. Voilà. Et je vais citer cette phrase du général de Gaulle. Après, on viendra à la négociation parce qu'il y a d'autres remarques très intéressantes sur cette négociation qui se prépare. C'est un texte du général de Gaulle dont on a parlé qui dit en 61, maintenant ou en 60, je ne sais plus, je crois que nous avons décolonisé nos colonies, maintenant il va falloir nous décoloniser nous-mêmes, mais ça va être très difficile parce que la plupart des décolonisés ne veulent pas être décolonisés en fait. Ils se sentent quelque part à l'aise dans une forme de suggestion qui est quelque part, qui n'est pas assumée mais qui est considérée comme agréable quand les termes de l'échange sont valables. Et à ce moment-là, on ne veut pas changer. Et une des grandes difficultés, on en viendra lorsqu'on va parler de la France, ça va être d'assumer son patriotisme. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire, eux, c'est eux, nous, c'est nous. Quels que soient les autres, ennemis, peu importe, mais eux, c'est eux, nous, c'est nous. C'est-à-dire, nous voulons véritablement être indépendants. Et je pense que c'est le problème d'aujourd'hui, oui. En tout cas en France. Le problème d'aujourd'hui. Alors, quelque part, ah oui, Lafayette, le débarquement, etc. etc. Attends, peu importe, je dirais même, c'est pas vrai, mais même si c'était vrai. D'un côté, il y a eu 24 millions de morts pour nous débarrasser des communistes. De l'autre côté, pour nous débarrasser du nazisme, d'un côté, il y a eu 300 millions de morts. Chez qui devrait aller notre reconnaissance? Chez les Russes. Or, on envoie nos chars, y compris les chars allemands, contre les Russes. On est cinglé de faire ça. Mais la mentalité fait que, ah oui, l'Amérique nous a protégés, les chewing-gums, les films, les cow-boys, etc., la musique, le rock'n'roll, etc., etc. Attends, donc il y a véritablement une prise de possession de soi-même sur le plan culturel, sur le plan politique. Il y a un cordon ombilical qu'il faut couper. Et ça, c'est, à mon avis, la tâche principale. Il y en a d'autres, mais c'est, à mon avis, la tâche principale que nous devons assumer si on veut demain reprendre en main notre destin, tout simplement, qu'on va être obligé de faire, puisque de toute façon, à mon avis, on va se retrouver seul, sans Europe, sans rien, avec nos dettes, notre monnaie, avec nos forces et nos faiblesses. À ce moment-là, on va faire quoi si on n'est même pas prêt? D'évidence, Raphaël, ils sont totalement perdus, nos dirigeants. C'est de la sidération, de la panique. C'est la matrice américaine qui a déserté. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes et on voit une hystérie, une bêtise qui d'ailleurs nous force à nous poser des questions, parce que quand on singe l'incompétence pendant des décennies, il faut quand même se demander si c'est vraiment uniquement de la compétence ou purement de la trahison, en fait. Moi, ce que je regarde, c'est parce que là, on parlait du sujet ukrainien et des négociations. Alors attends, si je regarde... Raphaël, avant de parler de l'Ukraine, je voulais te poser une question par rapport à ça.
regarde, tu dis les élites, je suis d'accord, mais moi je parle des peuples. Si aujourd'hui on demande J'allais faire un par commentaire. exemple aux Français en disant est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui être libre et indépendant, je suis pas sûr qu'on aurait la majorité. Hein. Je suis je vais pas répondre à sûr ça. qu'on aurait la majorité. Hein. Raphaël. Je vais répondre à ça et Ouais. je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François. Aujourd'hui, il y a un cordon ombilical à couper, ça c'est certain, Voilà. mais moi je pense que le cordon ombilical, nous n'arriverons pas vraiment à le couper. Il faut investir tous les terrains, il faut continuer à diffuser ce message que j'appellerais de d'accord. vérité, mais basé sur le bon sens. On est d'accord. Mais ce que l'on voit maintenant, ce qui est absolument certain, c'est que la population française ne veut pas quitter l'Union européenne. La population française, par exemple, quand on avait vu les sondages lors des élections américaines, n'aimait pas Donald Trump et même avait plutôt plus de sympathie pour Kamala Harris. On voit qu'il y a une population qui est endormie. On ne va pas leur jeter la C'est pierre. ça. C'est qu'on est face dans un monde technologique qui est complètement différent. Sur les décennies, dans ce monde de consommation, dans tout cet aspect, c'est un véritable concept. Je vous rappelle ce qu'on appelle le tititainment, c'est-à-dire le divertissement général. On est face à un abrutissement de la population. On est aussi face à un système d'éducation qui crée la détestation de soi. On a détruit la famille nucléaire. C'est très difficile d'être patriote et de penser à une conscience nationale lorsqu'on n'a même plus de structure familiale. On devient en fait un atome dans ce monde moderne et dans cette mondialisation. Et ce mondialisme, c'est que nous sommes des cosmopolites, nous sommes interchangeables. Encore une fois, ce qu'a désigné Jill Evans, un rouage interchangeable dans l'économie mondiale. Et quand on a ça, en fait, on voit une population qui subit encore tous ces effets-là. Cependant, ce que l'on peut observer, moi je suis patient parce que j'observe un mouvement de l'histoire. Je pense que c'est une détermination obligatoire. Le problème, c'est qu'on aimerait que ça arrive le plus rapidement possible. C'est ça quand même que l'on espérerait. C'est que je rejoins les analyses, par exemple, qui ont été reprises qui ont été faites par un exemple, Christophe Guillouis, quand il a analysé la victoire de Donald Trump aux élections américaines, c'est qu'on va avoir la réaction de la classe productive, c'est-à-dire de la working class, contre ce monde à la fois de parasitisme avec le modèle social qui fait venir de manière massive, encore une fois désigné par Jill Evans, c'est-à-dire une immigration de masse qui permet de tenir la population dans un chaos et dans un stress social avec un envahissement général. Et d'ailleurs, Jill Evans a bien dit, c'était une politique délibérée des élites Bien européennes. entendu. Mais le fait que Jill Evans le dise clairement en regardant tout le monde droit dans les yeux et de voir les rictus, c'est quand même important. Et on a cet aspect-là. Et aussi, on a donc la vampirisation économique de la classe moyenne, de la classe productive, au nom en fait d'un capitalisme financier et d'une catégorie spéculative. Et il y aura toujours en fait, comme c'est totalement contradictoire pour le maintien d'une société, parce qu'on dit que il faut avoir cette société-là au nom de la liberté, au nom de la démocratie et finalement au nom de la prospérité. Ça n'a aucun sens. Et le réel, il y a toujours l'éternel retour du concret. Et ça, on va voir les effets venir en France, j'en suis certain, mais c'est vrai qu'actuellement, cette fameuse masse, et je ne le dis pas de manière péjorative, c'est vraiment la majorité des Français ne sont pas éveillés sur ces questions-là parce que aussi les systèmes sont en place pour leur mettre des œillères de force. On les écrase fiscalement, on les écrase socialement, on les écrase culturellement. C'est une guerre totale qui est menée contre les peuples. Et pour ça, c'est vrai que je rejoins François, il faut continuer à mener ce combat pour tenter de couper le cordon ombilical, mais je suis certain qu'il tombera tout seul. Alors, on va... merci, Raphaël. Je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis après. Alors, vas-y, parce qu'après, moi, j'ai d'autres sujets. Quand tu parles de changement d'époque, moi, je le crois depuis longtemps. Il y a une phrase de Kennedy qui dit « Lorsque les temps deviennent durs, ce sont les durs qui se mettent en route ». Kennedy dit ça. Jusqu'à présent, à partir des années, du début des années 60, etc., on a eu la conscience de rentrer dans une société... je dirais pacifiste. Et ça, je vous renvoie à un livre d'un sociologue français qui s'appelle Guillaume Cuchet, qui a écrit un livre sur la perte de la pratique. Au début des années 60, la pratique religieuse s'est totalement cassé la figure. Après Vatican II, je dirais, par le mauvais service après-vente de Vatican II. Et pour moi, ça a été véritablement la marque d'une époque où les gens se sont dit, en particulier, on ne pouvait plus leur faire croire aux fins dernières, à l'enfer, etc. Et je pense que c'est à un moment donné où les gens, et en particulier les jeunes, se sont dit, je ne serai pas sur le monument aux morts de mon village comme mon père et mon grand-père, en gros. Je ne mourrai pas dans une guerre parce que c'était la fin des guerres coloniales. Donc, on a compris qu'on était dans une époque moins dangereuse. Et quand c'est ça, quand tu as ça, les forts sont ostracisés, on les traite de fascistes, et les faibles, je dirais, ou les mous,
sont survalorisés parce que c'est ceux qui valorisent ce que l'on considère comme le bien de l'époque, c'est-à-dire la possibilité de parler à tout le monde, de s'ouvrir à tout le monde, d'être ensemble, etc. Donc on a survalorisé ça. Et aujourd'hui, on change. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont ceux qui sont le moins en danger, c'est-à-dire les Américains, qui viennent nous faire la leçon en nous disant on est rentré de plein pied dans une époque d'effort. Et quand tu es dans une époque d'effort, du coup, les faibles et les pacifistes sont traités, ostracisés, et les forts sont mis en avant. Et c'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis persuadé que lorsque nous allons développer plus encore notre discours patriotique, qui est en fin de compte ce qu'on doit faire, nous allons avoir de plus en plus de gens qui vont nous écouter, parce qu'on sent bien qu'on est dans une époque aujourd'hui où on ne peut pas se fier aux autres, ouvrir les frontières, enfin, tout ce qui est considéré comme les bastions du progressisme se casse la gueule tout seul aujourd'hui. On change véritablement. Soit un commentaire rapide, Raphaël, soit sinon je passe le bobino. Oui, très rapide, je suis tout à fait encore une fois d'accord avec ce qu'a dit François Martin. Là, en fait, où j'apporterai en fait une petite remarque différente, c'est le fait que les États-Unis en fait étaient les moins vulnérables. Je ne pense pas. C'est-à-dire que comme c'est la première puissance mondiale, le différentiel était colossal. C'est-à-dire le fait de voir les crises internes aux États-Unis pour une nation qui est aussi très jeune, c'est devenu évident pour le peuple américain d'avoir ce phénomène de réaction radicale sur le plan culturel, mais même civilisationnel. C'est en revenir aux fondamentaux. Il n'y a que deux sexes. Il faut en revenir à l'efficacité, arrêter la bureaucratie, remettre les frontières, le flux migratoire, etc. Arrêter la corruption également. Oui, bien sûr. Mais tout à fait, nous sommes d'accord. En Europe, le problème qu'il y a eu pendant longtemps, c'est que nous sommes dans un pourrissement lent. C'est le fameux, on parle régulièrement de la grenouille dans la casserole, la température qui monte progressivement. Cependant, il y aura toujours un phénomène de réaction et il y aura un point de rupture. Il a déjà commencé. Les mouvements de l'histoire prennent toujours du temps à se matérialiser, mais il a déjà commencé, et c'est ce qui doit nous donner beaucoup d'espoir, même si on va devoir faire face à une crise qui va faire très mal. Alors, de toute façon, c'est exactement ce coup de grâce que Vance a administré aux élites, en disant nous avons subi pendant 10 ans tout le discours haineux de Greta Thunberg, vous allez bien supporter quelques mois Elon Musk. Je pense que c'est ce qui résume ce que tu viens de dire, Raphaël. Tout à fait. Un auditeur, je n'ai pas entendu prononcer le mot immigration. Bah si, vous en avez parlé tous les deux. On va y aller, on va en parler après quand on va parler de la France. Allez, le petit bobino, et puis on revient tout de suite après sur Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, nous sommes en compagnie, je suis en compagnie de François Martin, le géopolitologue, le journaliste, auteur de livres tels que Le temps des fractures ou Ukraine, un basculement du monde, ainsi que de notre directeur de publication chez Géopolitique Profonde, Raphaël Beslu. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs, et après j'aimerais, avant qu'on reparle de la France, on a encore beaucoup de sujets, donc il ne va pas falloir se disperser. Voilà, on va parler de la négociation. Moi j'aurai un élément aussi, donc on va peut-être... Allez, on commence les questions des auditeurs viendront au fil des échanges. François Martin, donc la négociation qui sera en Ukraine, qui sera tout de suite, qui sera inclus, qui sera exclu, allons-y. Alors, moi, un des éléments que je trouve tout à fait passionnant dans cette négociation, c'est le lieu où elle se produit. Bah oui. C'est-à-dire en Arabie Saoudite. Alors, il y aurait eu quand même d'autres endroits, la Suisse, peu importe, et ils ont choisi de se voir en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que ça me laisse à penser, et je crois que c'est une évidence, que la négociation ne va pas porter sur l'Ukraine. La négociation, ça va être une négociation globale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble sur l'Ukraine ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble sur le Moyen-Orient ? C'est véritablement un nouveau Yalta, à mon avis, qui va se passer. Et il y en a un troisième acteur qui va être dans l'antichambre, qui ne sera pas là parce qu'il n'est pas dans le conflit direct. La Chine. C'est la Chine, évidemment. Et c'est ça qui va se passer. Et ce qui me laisse à penser que c'est très bien que ça se passe en Arabie Saoudite, c'est que dans le conflit gazaoui, également, une des clés, j'ai fait un article là-dessus où je pense que de toute façon, la solution de paix va obligatoirement sortir de là parce qu'au-delà
des problèmes, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas trop l'objet, des phrases de Trump, etc., du grand Israël, etc. Il y a un certain nombre de fondamentaux qui font que la mer va s'écraser sur ces rochers que sont ces fondamentaux. Et l'un des fondamentaux, c'est la position de Ben Salman qui a dit s'il n'y a pas d'État palestinien, moi je ne vais pas dans le processus d'Abraham et sous-entendu je m'en vais chez les BRICS. C'est-à-dire je livre mon pays aux Chinois et aux Russes. Et ça, les Américains ne peuvent pas l'accepter. Donc je pense que la négociation sur Gaza sera incluse dans cette négociation. Et ça va aller beaucoup plus loin. Parce que si derrière, Trump, comme je le pense, trahit ses soutiens sionistes pour la paix, derrière, il y a l'Iran qui s'ouvre, qui est un pays gigantesque où il y a tout à faire. Il y a Trump rentre de plein pied dans le jeu du Grand Sud et dans le jeu des BRICS avec tous ses moyens économiques. Et il y a toute une partie de sa puissance financière qui attend que ça. En fait, le système démocrate, avec ce soutien d'Israël, qui en fait partie d'une certaine façon, a bloqué en fait la possibilité pour les États-Unis d'aller véritablement se développer dans l'ensemble des autres pays. Mais s'il fait ça, on dira c'est le dirigeant qui a ramené la paix. Donc, je pense que c'est tout ça qui va se discuter avec Poutine, et Poutine est suffisamment intelligent pour comprendre que il a de quoi appâter Trump avec ça, évidemment. Et Trump va se précipiter là-dessus. Donc, je pense que c'est un très bon signe que ça se passe, que cette négociation se passe à Riyad ou à Jeddah, je ne sais pas. Ça me paraît excellent. Alors, je vais jouer le rôle du sceptique ou du pessimiste de service, puisque Laurent Arthur Duplessis n'est pas là. Souvent des échanges, évidemment. Vous connaissez tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, patron d'émission, évidemment, sur Radio Courtoisie, et qui est aussi un des collaborateurs constants de Géopolitique Profonde. Il ne vous a pas échappé qu'hier même, alors que débutait cette conférence sur la sécurité à Munich, s'écrasait sur un des sarcophages en béton de Tchernobyl un soi-disant drone russe qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes. Moi, je pose la question, est-ce que vous croyez vraiment que ce soit ceux qui aujourd'hui ont perdu aux États-Unis, que ce soit son émanation de cet état profond en Europe, et que les fous furieux qu'ils ont armés en Ukraine vont se laisser si facilement, un, déposséder, et deux, finalement être mis au rebut, ou en tout cas déjà dans un premier temps de côté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que nous ne vivons pas encore actuellement une période de tous les dangers, où toutes les provocations sont encore possibles? Mais bien sûr, je le pense. Non seulement je pense, mais je pense qu'il va y avoir des règlements de compte, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la CIA qui va être envoyée pour zigouiller un certain nombre d'autres types de la CIA qui sont restés dans le camp d'en face. Ça va se passer comme ça. Il ne peut y avoir qu'une guerre civile intestine au sein des États-Unis et au sein de l'Occident, puisque l'Occident est déchiré en deux entre les progressistes qui veulent absolument rester progressistes et ceux qui ont décidé d'assumer le conservatisme. Ça va se régler comme ça. On va voir un certain nombre d'assassinats, je parie, au sein de l'administration ukrainienne, par exemple. Ça va se passer comme ça, puisqu'à partir du moment où ça devient des ennemis, c'est pas des gens qu'on va aller chercher pour les arrêter, pour les juger, on va les tuer. Donc ça va se passer comme ça. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui ont gagné trop d'argent ou qui risquent de perdre trop dans cette négociation pour arrêter. Les terres que Trump stupidement a demandé à Zelensky de lui livrer, elles appartiendront demain aux Russes. Donc Poutine a déjà dû lui dire, il va lui dire ne t'inquiète pas, je te les vendrai ou je t'en vendrai. Voilà, ne t'inquiète pas, tu manqueras pas de terres rares, c'est moi qui te les... Et je le mettrai même par écrit. Il va faire ça. Mais c'est pas... Non, mais ce que ça veut dire, c'est que chez Zelensky, qui continue à dire moi, en fait, derrière Zelensky, en fait, il y a les oligarques russes, les oligarques ukrainiens, les Kolomoïski, les Akhmetov et tout ça qui ont
perdu une grande partie de leur fortune dans le Donbass parce qu'ils avaient les mines, ils avaient tout ça, ils vont perdre. Si Zelensky dit moi je veux bien la paix et je suis d'accord pour qu'on perde des terres, le lendemain il est mort. Hein. Donc il est obligé d'être maximaliste parce qu'il a un de ses sponsors américains qui lui a changé de casquette et a changé de tactique. Mais les autres, c'est-à-dire les oligarques locaux et internationaux, parce qu'on découvre maintenant que les prêts, ce que l'Amérique lui a livré comme appareils, etc., formation et tout ça depuis 3 ans, c'est garanti, c'est des prêts, c'est pas des dons. L'Amérique ne donne rien, mais c'est des prêts qui sont garantis par quoi ? Par des parties du territoire qui ont été vendues à la découpe. Il a prévendu son pays et a gagé avec les mines. Mais c'est BlackRock, ces gens-là qui ont garanti en fait les prêts américains contre les biens qui doivent être livrés par les Ukrainiens. Le jour où les terres sont russes, ces types-là, ils perdent aussi. Donc, je dirais que le problème aujourd'hui de Zelensky, c'est plus avec le gouvernement américain, mais c'est toujours avec ces oligarques. Tous ces oligarques. C'est ça qui l'empêche de changer. Mais ceux-là, ils vont pas changer de position parce que c'est leur argent. Donc là aussi, il va falloir aller il y a un certain nombre de gens qui vont se faire descendre pour comprendre que c'est fini là. Mais ça va se passer, je dirais, ça se passera mal, forcément. Ça se passera mal. Les intérêts en jeu dans la partie d'en face sont trop importants pour que ça se passe bien. On n'est pas juste dans une négociation politique, on est dans une négociation financière, je dirais. Et là-dedans, il y a des gens qui vont perdre leur fortune là-dedans. Et des très gros. Donc, je suis absolument d'accord avec ça. Ça va se passer mal. Hein. Et à un moment donné, et je veux dire, les Russes vont l'assumer absolument parfaitement. Hein, oui. Parfaitement. Et les Américains aussi. Parce que c'est leur culture, ils ont l'habitude. Donc, c'est ça. Et nous, on va regarder passer les trains, évidemment. Quand on a des cow-boys dans les saloons, ça se règle. Oui, c'est ça. Et chez les Russes, pareil. Hein. Raphaël. Les problèmes qu'on ne peut pas régler par la négo, on les règle par le poison ou par le... Voilà. Alors, pour Tchernobyl, par contre, c'est absolument pas dans la culture russe d'aller tirer sur les centrales. Non, mais c'est certain. Hein, c'est clair, on est bien d'accord. Par contre, ça a toujours été dans la culture ukrainienne de faire ça. Hein. Et puis anglo-saxonne, hein, de faire sous Je me souviens que j'ai été interrogé par une chaîne russe, justement, sur une visite de Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, en Russie récemment. Et ça fait 3 ans que Raphaël Grossi fait des allers-retours à Zaporizhia et qui dit tant qu'on ne peut pas dire qui est l'agresseur tant qu'on n'a pas les preuves absolues. Or, dans mon premier bouquin, je cite une vidéo dont je donne les références où Raphaël Grossi reçoit devant la centrale de Zaporizhia une délégation de la ville d'Energodar qui est à côté, signée avec une pétition signée par 20 000 personnes. 20 000 personnes qui disent « Dites à l'ONU d'imposer aux Ukrainiens qu'ils arrêtent de nous tirer dessus. » Donc on sait très bien depuis le premier jour qui tire sur la centrale. C'est des centrales. Et il leur dit « Vous êtes des héros, vous êtes un exemple pour le monde, je transmettrai... » Et dès qu'il reçoit la truc, il la met dans son sac, il la transmet plus jamais à personne. Et 3 ans après, en sortant du rendez-vous avec Rosatom, il dit « Tant qu'on n'a pas la certitude de savoir qui c'est qui a fait ça, on peut accuser de personne. » C'est une pourriture, ce type-là. Ouais. C'est une pourriture absolue. Alors, on m'a demandé, le journaliste m'a demandé, est-ce que vous pensez qu'il maintient quand même pas un canal de communication ? J'ai dit non. Si tu dis pas la vérité, tu maintiens un canal de non-communication. C'est ce qu'il a fait. Et personne... Et évidemment, comme Zelensky a été protégé, il a continué. Et c'est ça. Et il continue. Et il continue. Voilà. Il continue. À un moment donné, il faut dire arrête, tant qu'on n'ose pas. Ça. Et Raphaël Grossi a joué un très mauvais rôle dans cette affaire, puisque pour essayer de conserver sa place, je dirais, il n'a pas osé dire la vérité, alors qu'il vient pour voir, pas seulement pour voir si la centrale est en marche, mais qui tire dessus, comment, pourquoi, etc. Et il le sait parfaitement. Et c'est documenté par la presse. Et il y a toute la presse du monde entier qui est là. Hein.
autour de Grossi quand ils remettent le... Et Motus, personne ne dit rien. Que de mensonges. Que de mensonges. Raphaël, ça c'est parti dans différentes directions. Tu peux recentrer comme tu le souhaites. En tout cas, le cadre général, c'est la négociation qui va se dérouler à partir de la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Je suis globalement en accord avec ce que vient de dire François Martin, sauf peut-être sur un aspect de politique étrangère des États-Unis, sa relation avec le sionisme. Je suis beaucoup plus pessimiste sur cette question-là, parce que le peuple américain est profondément sioniste par essence. Et entre choisir un Iranien et un Israélien, l'Américain moyen comme la politique américaine choisira l'Israélien. À mon avis, il faut aussi revenir un peu aux fondamentaux. Si on part du principe je t'arrête, mais 2 secondes pour aller dans le sens, parce qu'un auditeur, il y a énormément de questions, il faut écluser absolument. Ça va dans ton sens. Trump veut déporter la population de Gaza, ce qui est inacceptable, car les Palestiniens ont des droits autant que les Israéliens. Sa politique intérieure semble bonne en luttant contre le wokisme. Lui disposer d'un bâtiment administratif à Karakavo avant que la ville ne soit reprise par les Russes. Enfin oui, pour Gaza. Pardon. Oui. Donc le peuple américain est sioniste. La dimension évangéliste, il faut essayer de la comprendre vraiment dans son essence. C'est pas le peuple américain qui est sioniste. Le peuple américain, en fait, il cherche ses jobs surtout. C'est une certaine forme de... Oui, bien sûr, François, mais même s'il cherche... Même s'ils veulent se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'inflation et l'immigration massive, sur cette question-là, il y a un rejet assez important de par l'immigration massive et ce qu'a voulu faire le camp démocrate en ayant une dimension très pro-palestinienne et aussi même, on va dire, de protection d'un islamisme assez impérial qui commençait à mettre un pied sur le sol aux États-Unis. Il y a une réaction assez importante. Et donc moi, je dis simplement, si on en revient aux fondamentaux, si on accepte quand même l'idée qu'il y a des lobbies sionistes extrêmement présents depuis des décennies et puissants aux États-Unis, dont pas partir du jour au lendemain. Si on parle de l'AIPAC, si on parle du CFR, qui quand même a une influence extrêmement importante sur la politique extérieure aux États-Unis, eh bien, je ne pense pas que Trump lâchera, on va dire, le camp israélien pour se diriger vers l'Iran. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Il faut voir. Cependant, pour le conflit à Gaza, je vais être très court, il faut attendre de voir, parce qu'un des avantages, c'est sûr, c'est toujours très compliqué de prendre le sujet israélo-palestinien, parce qu'il y a une dimension morale, et on a tous un prisme aussi quand même très personnel. Et même quand on va analyser les États-Unis, on va souvent être déçu ou choqué si, par exemple, nous sommes contre ce qu'il se passe, qui me semble quand même normal, eh bien, le massacre de la population palestinienne en ce moment. Cependant, l'action de Donald Trump, qui est de vouloir prendre de force la bande de Gaza au nom des États-Unis. Je ne pense pas, Raphaël, je ne le pense pas. Je vais terminer. Allez, on laisse finir Raphaël, qui en plus est à distance. Je vais terminer. L'avantage, c'est que c'est un coup de pied dans la fourmilière, parce que là, on a pu voir avec la Jordanie et l'Égypte, ces pays qui au début ne voulaient pas s'occuper de ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ferment les yeux, parce qu'il faut quand même demander aux pays arabes ce qu'ils pensent de la question palestinienne. C'est bien gentil de vouloir en fait critiquer Israël, mais au bout d'un moment, il faut passer à des actes. Quand on a le 80 à 90% de l'infrastructure à Gaza qui a été détruite, qu'on a un cessez-le-feu qui n'est pas forcément respecté avec encore des massacres qui ont lieu, quand on voit aussi l'écart en fait sur la valeur de la vie, parce que là on a des échanges d'otages aujourd'hui, ces 3 otages israéliens pour plus de 300 ou 380 otages palestiniens, on voit quand même la différence de valeur. L'un des avantages qu'il y a, c'est que la situation bouge. La situation bouge. Il va y avoir de nouveaux éléments. Et ça, il va falloir observer ça. C'est que là, on force des pays à passer à certaines actions. Ça sert évidemment le camp israélien. Cependant, quand on observe la situation en Israël, le gouvernement Netanyahou est de plus en plus critiqué. Les Israéliens ne sont pas tous des messianistes, eschatologistes qui veulent en fait réaliser le grand Israël. Merci. Et ça, il faudra voir comment le peuple israélien va réagir à cette accélération sur cette situation qui était en suspens, mais pas qu'en suspens, qui était en détérioration, c'est-à-dire le fait de massacrer une population palestinienne progressivement et de continuer la politique de colonisation. Bref, donc ça c'est mon avis. Ensuite, très rapidement, je pense qu'on va assister à un partage du monde qui est assez intéressant. Marco Rubio l'a quand même dit, il assume le fait qu'on doit accepter la dimension multipolaire du monde. La dimension unipolaire était un mirage, une illusion qui venait de la guerre froide. Et on peut essayer d'observer quelque chose d'intéressant, c'est qu'on pourrait, si je le synthétise assez grossièrement, on a 3 puissances qui se mettent à négocier. Les États-Unis, la Russie et la Chine. La Chine, ce serait de pouvoir avancer sur le sujet taïwanais. Là, il faut reprendre les propos de Donald Trump qui explique que les Taïwanais vont devoir payer leur défense. Quand on voit sur le plan économique des ressources stratégiques et aussi des semi-conducteurs, les États-Unis veulent vouloir produire sur place et revoir leur chaîne d'approvisionnement. Ça pourrait permettre de laisser le sujet taïwanais qui est un point de tension. Ensuite, on a la Russie qui avance sur le sujet ukrainien et qui pourrait prendre les territoires qu'il souhaite récupérer, qu'il souhaite prendre.
tout simplement. Et on a les États-Unis qui souhaitent prendre aussi le Groenland, parce que le Groenland, c'est tout à fait possible, hein, il faut bien se le dire. Ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que c'est quand même un coup de tête, j'ai envie de dire, de Donald Trump face au Danemark. Le Danemark qui a fourni énormément de personnel pour l'OTAN. Le Danemark a toujours œuvré dans les intérêts de l'OTAN, et quand on voit cette réaction d'humiliation, enfin cette action d'humiliation de Donald Trump envers le Danemark, c'est un message qui est très fort. Et le Groenland, c'est 50 000 personnes, il y a un côté indépendantiste, où en fait il y a la possibilité de mettre en place des référendums, il y a la possibilité pour la population de Groenland de choisir, en fait de rejoindre les États-Unis, ça pourrait même plus servir leurs intérêts. Quand on voit ce partage du monde, déjà on voit que la dimension multipolaire se confirme, et le scénario devient de plus en plus possible. Moi, c'est ça que j'observe. Et le problème que l'on va observer, c'est pour l'Union européenne, que va devenir l'Union européenne? Là, aujourd'hui, actuellement, il y a une opération militaire, il y a des exercices de l'OTAN qui sont menés, excusez-moi de l'anglicisme, mais je vais le traduire, ça s'appelle Steadfast Dart 2025, donc on pourrait appeler ça le DAR inébranlable de 2025, c'est le plus grand exercice militaire de l'OTAN qui s'organise sans les États-Unis. Et cet exercice de l'OTAN vise en fait à pouvoir déplacer sans le soutien des États-Unis des troupes en Europe de l'Est. Donc là, on se pose la question de est-ce que l'Union européenne et aussi la dimension de l'OTAN, mais avec Trump qui explique que lui, il aimerait se retirer de l'OTAN parce qu'il paye beaucoup trop, est-ce qu'on va voir cette folie qui va continuer? Et le problème, c'est qu'on peut on peut répondre oui. Quand on voit les plateaux de LCI actuellement sur la question ukrainienne et des négociations, ça n'a aucun sens, c'est d'une hystérie totale. On a à la fois les médias occidentaux qui nous disent que les Russes sont tellement en retard ou tellement désespérés qu'ils ont des chameaux et des ânes sur le front. Enfin, faut arrêter quand même le délire d'utiliser ça comme argument pour dire que la Russie est en train de perdre. On a des colonels de plateau comme Michel Goya qui nous explique que l'Ukraine ne capitulera jamais. Et va gagner rapide, va gagner en 2025. Je l'ai entendu dire ça. Exactement, alors que dans les négociations même, Zelensky veut entrer dans des négociations. On a Jill Evans qui, ça date d'hier, avec la conférence de Minsk et les échanges qu'il y a eu, c'est on va avancer vers des négociations avec la Russie. Ensuite, on voit un rôle qui se dessine, c'est de bons flics et de mauvais flics. C'est-à-dire que Jill Evans, même s'il a expliqué qu'il y aurait des menaces de sanctions contre la Russie, peut-être même des troupes qui seraient sur le sol ukrainien, il faut quand même regarder ce qu'a fait Donald Trump. François Martin a dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai que Donald Trump a expliqué que l'Ukraine allait devoir fournir des terres rares. Et que c'était une proposition stupide. Je ne pense pas que ce soit stupide comme si Donald Trump ne connaissait pas le sujet, c'est que ça permet pour l'électorat américain de voir un Donald Trump qui veut continuer à s'imposer tout en amenant une négociation pour arrêter de financer cette guerre. Je pense que Donald Trump est tout à fait au courant que actuellement la majorité des gisements de terres rares sont sur le territoire revendiqué russe et possédé par la Russie. Et donc ça, c'est quand même intéressant parce que les négociations vont arriver et Donald Trump n'est pas en position de force. Et c'est refiler la patate chaude à, excuse-moi de l'expression, au sein de l'Union européenne qui, eux, veulent continuer leur ambition belliciste. Cependant, on a quand même eu un message lunaire d'Emmanuel Macron qui date d'aujourd'hui. Emmanuel Macron, je vais vous lire rapidement le message qu'il a pu poster sur ses réseaux, c'est qu'en fait, il explique que l'Ukraine va pouvoir négocier, que seule l'Ukraine peut négocier la paix, très bien, nous les y aiderons. Et qu'il va falloir en fait permettre d'avancer sur l'Europe de devenir forte. Il faut quand même se souvenir que c'est Emmanuel Macron qui a dit que la Russie ne gagnera jamais. Il faut revenir à la négociation, Raphaël. Alors, bon, mais, bien sûr, mais messieurs... tout ça pour conclure très rapidement, c'est pour dire, les négociations s'imposent. Et elles avancent, elles vont se faire, et ça va être intéressant à voir parce qu'on voit une recomposition du monde. Désolé, c'était un peu long ce que je veux dire, mais beaucoup d'éléments ont été développés par François Martin. Et là, le monde est en train de changer, et l'Europe n'existe pas dans les négociations, et vont même payer le prix de leur folie belliciste. Merci Raphaël, merci pour, nous dit cet auditeur, pour la grande qualité de votre émission et de vos intervenants. Chapeau, j'apprends et me nourris richement de vos propos. Merci. Il y a énormément de questions d'auditeurs, donc François, on ne va pas répondre au point par point. Non. Je préférerais que tu développes ce que tu voulais encore développer dans cette émission. Oui, ce qui est remarquable dans ce qui se dessine d'abord, c'est que c'est tout de suite. Donc, c'est un élément dont Trump sait se servir, c'était la vitesse. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans la décision sont derrière. Et derrière, il y a évidemment Zelensky qui fait tout pour exister, pour dire « Attends, moi, je veux être dedans. » Et puis, s'il ne rentre pas par la porte, il rentre par la fenêtre. Et puis, si on lui ferme la fenêtre, il rentre dans un trou de souris. Et si on lui ferme le trou de souris, il va rentrer par la serrure de la salle de bain. Et puis l'autre, c'est évidemment les Européens qui payent
leur politique, je dirais, d'allégeance totale et qui vont se retrouver sur le plan géopolitique totalement en dehors de cette négociation. Et ça, c'est gravissime, je dirais. C'est gravissime parce que ça veut dire qu'il va y avoir, comme disait mon ami Driss Ghali en parlant de la France, il disait tout le monde est sur le pont et nous, on est couchés sur le divan en train de parler avec le psychiatre. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. On va se retrouver les dindons de la farce, évidemment, dans cette affaire de négociation. C'est catastrophique. C'est ce que je pouvais craindre de pire qui est en train de se passer. Ah ben alors, justement, voilà. François, j'aimerais, parce que là, c'est essentiel ce que dit cet auditeur. Oui. Au fait, il y a une... Bon, mais on la connaît bien, cette auditrice, qui applaudit Raphaël des deux mains. Oui. On se doute, ma chère François, sur quel sujet ? C'est évidemment le Proche-Orient. Elle est bien connue pour ça. Je suis obligé de la modérer, même parfois. Je ne suis pas du même avis que Raphaël sur ce plan. Je pense qu'il y a un certain nombre de contingences. Les peuples disent une chose, mais il y a les intérêts qui sont autres. Je pense depuis longtemps que d'abord, une bonne partie des Israélites américains ont très peur de la façon dont Netanyahou leur a mis sur une tâche sur le costume pour 100 ans, les traitant de génocidaires, en les faisant passer pour des... Donc, je pense que les évangélistes le suivent, mais pas forcément les Israélites, et même les Israélites riches américains. Mais c'est ce que disait Raphaël, il ne parlait pas de l'ensemble. Il faut, en effet, toute généralité est une imbécilité. C'est ça. Donc, oui, alors ça, c'est important. Bonjour, M. Stocker, M. Martin. À propos des pertes soviétiques... Bon, ça, c'est pas l'essentiel. Ce qui est après. À propos de la guerre actuelle en Ukraine, d'après le Kiel Institute, l'Union européenne a engagé en 3 ans 202 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine contre seulement 119 milliards pour les États-Unis. Les contribuables européens financent donc la guerre américaine contre la Russie. Il ajoute même, confirmation, donc toujours par le Kiel Institute, l'Union européenne a engagé en 3 ans 202 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine contre seulement 119 aux Américains. Von der Leyen détrousse les contribuables européens actuels et futurs avec l'accord de la Macronie. Mais je fais un paragraphe complet sur le coût de la guerre dans mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, et je montre que cette guerre... Donc c'est nous qui la finançons en bonne partie, oui. De toute façon, elle coûte 7 à 8 milliards d'euros par mois à l'Occident, uniquement pour soutenir l'État ukrainien, parce que sinon l'État ukrainien s'arrête, les fonctionnaires sont plus payés, etc. etc. Et... je dirais que c'est la même chose concernant l'État israélien. L'État d'Israël, aujourd'hui, cette guerre lui coûte 9 milliards d'euros tous les mois. Donc, c'est un des éléments, après Ben Salman, même si je ne veux pas rentrer dans le cadre dans la discussion, qui me laisse à penser que cette guerre va de toute façon s'arrêter parce que plus personne n'a d'argent pour payer. Voilà. Donc, qu'il y ait un certain nombre de populations qui soient sionistes, je veux bien, mais les fondamentaux de la guerre font que, à mon avis, c'est un des points qui vont être à négocier. Puis il y a derrière, il ne faut pas oublier que derrière, que les gens soient... C'est sûr qu'il y a une des chansons préférées des Américains, c'est « Bomb, Bomb, Bomb Iran ». Hein, c'est Barbara Brown, et ils l'ont trafiqué en chantant Bomb Iran. Dès qu'on dit qu'on va bombarder l'Iran, c'est très populaire aux États-Unis. Mais derrière, les Russes ont passé un accord commercial avec l'Iran qui est phénoménal. Les Turcs ont passé un accord. Alors, les Chinois aussi. Tout le monde va aller faire du business avec les Iraniens, sauf les Américains. C'est insupportable, ça. Pour les intérêts américains, l'argent, c'est insupportable. Donc, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un arrangement. Les questions... Bon, les questions d'aujourd'hui, il faut parler un peu de la France aussi. On n'a pas assez parlé de la France. Le clin d'œil à l'histoire serait que les négociations USA-Russie soient signées à Yalta, justement.
La meilleure émission de Radio Courtoisie, merci Monsieur Stocker. Alors là, je rougis de plaisir, mais ce n'est pas la seule. Mais en tout cas, merci beaucoup, cher auditeur. Ça, c'est très long. Je te le laisse. Oui. Les Américains agissent après la guerre. Alors ça ajoute. Parce que les Américains, eux, prétendent que c'est eux qui financent cette guerre. Hein, et Trump le premier. Les Américains agissent avec la guerre en Ukraine comme ils avaient agi après la Première Guerre mondiale, en confisquant le dommage de guerre, comme l'a si bien expliqué Clémenceau dans Grandeur et misère d'une victoire. Comme après la Seconde et comme à chaque fois qu'ils interviennent quelque part, ils ont raison. Un pays n'a pas d'amis. France d'abord, et nous retrouverons la prospérité et la grandeur. Voilà, c'est ça. Alors, il faut parler de la France aussi. Il faut parler de la France, il faut parler de notre œuvre de redressement, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait se faire prendre dans les mâchoires, ça indique déjà ce qu'il faut faire pour en sortir. Et la première chose qu'il faut pour en sortir, c'est de dire nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre, ni de la guerre de Gaza d'ailleurs, ni de la guerre d'Ukraine. Nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et nous sommes pour la paix. Donc, il faut pouvoir aller dire aux Américains, nous ne sommes pas vos ennemis. Et il faut pouvoir aller dire aux Russes, nous ne sommes pas vos ennemis. Et pour ça, il faut sortir de l'OTAN. Je pense que c'est l'OTAN qui nous enfonce totalement dans le piège et dans les deux mâchoires. La première chose, c'est qu'il faut que Macron s'en aille. Parce que c'est Macron qui bloque tout le système politique français. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de respiration entre le peuple et son dirigeant, parce qu'il y a un dirigeant il est légal, mais il n'est pas légitime. Il y a un divorce entre sa légitimité et sa légalité. Légalement, il a le droit de rester, mais légitimement, il n'a pas le droit de rester. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il parte. Et s'il ne veut pas partir, il faut le forcer à partir. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il s'en aille. Et à partir de ce moment-là, on peut retrouver, le pays peut avoir une respiration propre. Et si, à Dieu ne plaise, le peuple choisit un dirigeant qui est un dirigeant patriotique, la première décision qu'il faut qu'il prenne, c'est de sortir de l'OTAN pour pouvoir reprendre la liberté, refaire pousser les ailes gaulliennes du pays, je dirais, ce que Mitterrand aurait dû faire immédiatement après la chute de l'URSS, c'est-à-dire de reprendre notre liberté. Il ne l'a pas fait. Et ça, c'est la chose la plus grave qu'il ait faite, peut-être. Je vois Axel qui me dit 5 minutes. Il me réduit encore mon temps habituel. Alors, Raphaël, 1 minute oui, parce que j'ai deux, trois choses à dire sur la France. Ce sera très court après. Et ça pourra même servir de conclusion, parce que je laisserai la parole aux questions des auditeurs. Enfin, je laisserai les questions des auditeurs aussi à la parole à François Martin. Je pense qu'il ne faut pas oublier, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, aux États-Unis, il y a une guerre des États profonds. Il y a toujours des États profonds au sein d'une société complexe. Et donc là, on sait qu'il y a une guerre frontale entre le Pentagone et la CIA. Donc, c'est ça qui va permettre de voir comment la CIA va utiliser ces proxys qui sont mis en place actuellement pour voir l'évolution du conflit. Et sachant qu'il y a actuellement une purge à l'intérieur même des États-Unis. Et le Doge est un très bon exemple, l'affaire de l'USAID, etc. Et donc, moi, pour la dimension française, c'est quels sont les États profonds en France. Est-ce qu'il y a des États profonds en France? C'est-à-dire qu'on pourrait dresser une liste très longue. Je crains qu'il n'y en ait qu'un. Il faudrait, c'est vrai qu'on peut dresser une liste de souhaits, c'est-à-dire il faudrait que Macron ne soit plus là, il faudrait qu'il n'y ait plus de dette française, il faudrait contrôler ses frontières. Mais là, moi, je me pose la question de manière très pragmatique, c'est quelle serait la première étape en fait? Quelle serait la première étape pour prendre le pouvoir? Et je pense qu'il faut se poser cette question. Est-ce qu'il y a des États profonds? Est-ce qu'il y a une communauté que l'on peut rejoindre? Est-ce qu'il y a un groupe qui peut être même infiltré? Si je dis ça, c'est que prenons un exemple tout simple. Beaucoup de personnes vont dire que le Rassemblement national, par exemple, va être de l'opposition contrôlée ou autre. Mais quand je vois une personne à l'échelle des députés européens comme Virginie Joron qui fait un travail absolument parfait de dénonciation, je pense que de manière pragmatique, et notre rôle actuellement, c'est d'agir sur le terrain et de favoriser l'émergence s'il n'y est pas, ou de rejoindre peut-être cet État profond qui sert véritablement les intérêts de la France. Merci Raphaël. Vous devriez vous demander, nous dit cet auditeur, pourquoi c'est en Allemagne que la réaction à la décadence est la plus nette, avec un parti qui refuse les compromissions du Rassemblement national. Ben, on est bien d'accord. François, et parce qu'il y a encore... Allez. Voilà. Alors, on a déterminé lors de cette émission le fait que le travail le plus important, c'est un travail psychologique. On a dit, il faut couper le cordon ombilical, c'est-à-dire eux, c'est eux, nous, c'est nous. Voilà. On n'est pas ennemis, mais nous pensons par nous-mêmes. Et c'est, le général de Gaulle l'a dit dès 61, c'est le travail le plus difficile à faire. Et pour accompagner ça, je dirais, il y a deux choses. Une chose, c'est le travail pédagogique. C'est ce qu'on est en train de faire. La France, il ne faut pas l'oublier, on l'appelait autrefois
la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples, on disait ça. Cet auditeur, dit François Martin, a effleuré le sujet de la spiritualité et je suis convaincu que ce point est crucial. Bien sûr, il a tout à fait raison. Il faut retrouver en fait nos véritables valeurs traditionnelles. Un arbre ne pousse que par la sève et la sève part du sol. Il n'y a pas de sève qui vient d'en haut. Et il faut repartir de là. Donc, il faut retrouver sa véritable culture. Et pour ça, il faut, en France, il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Driss Ghali qui disait ça, et je crois que c'était sur cette antenne. Il disait, quand vous demandez à un Allemand de faire quelque chose, il le fait. Quand vous demandez à un Américain de le faire, il le fait. Quand vous demandez à un Français, il demande pourquoi. Donc, le Français fait les choses parce qu'il les comprend. Et le travail pédagogique d'explication pour la compréhension, en France, est plus important qu'ailleurs. C'est pour ça que notre travail, celui que vous faites, cher Nicolas, chez GPTV, est tellement fondamental. Avec Raphaël. Tellement fondamental. L'autre, comme on a dit, c'est d'assumer ses fondamentaux. La gauche a toujours assumé ses fondamentaux. L'avortement, on le met dans la Constitution, et le droit du sol. Nous, il faut qu'on assume nos fondamentaux. Le droit du sang, c'est un fondamental. Je pense que c'est un fondamental. Je pense que la peine de mort pour les crimes contre l'État, c'est un fondamental. Parce que ça veut dire l'État dit nous sommes pacifistes. En fait, la peine de mort n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on pense. Elle existe toujours à travers l'armée. Parce qu'à partir du moment où nos armées sont armées, ça veut dire si vous venez nous attaquer, on vous tue. On n'est pas en train de dire on discute avec vous, on vous embrasse et on discute. On dit on vous tue. Il faut... Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut réassumer. Voilà, François, on aura d'autres occasions, vous le savez bien, d'échanger à nouveau sur la France. Ce que je veux dire, c'est que c'est là qu'est le travail essentiel, c'est dans les têtes. Merci. Pour dire les choses très simplement. Cet auditeur, si nous le disons, le clown Zelensky n'est plus président de l'Ukraine depuis le 1er mars 2024. C'est souvent Lara, qui n'est pas là aujourd'hui, qui le rappelle. Si, cher auditeur, nous en parlons sur Radio Courtoisie et dans ce libre journal. Il est vraiment, on termine toujours par Michel Dumas, il est vraiment grand temps que le clown Zelensky tire sa révérence, filant tout chou sa ski, planqué gros sous de dingue et ses meilleurs whisky, s'épargnant le piolet de la fin de Trotsky. Merci à tous. Merci. Et donc, le libre journal de la controverse maintenant de Mike Borowski. Merci et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.